Fréquence protestante, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb. Le populisme en action. Bonjour à toutes et tous pour ce 65e numéro de La Valeur de l'Homme. J'ai le plaisir de recevoir en direct et en duplex Alain Dieckhoff et Federico Tarragoni pour évoquer la question du populisme. Le populisme comme terme, comme style politique, mais aussi comme régime, car voilà bien un mot qui a fait retour ces dernières années en s'étant étrangement délesté de sa dimension péjorative. N'a-t-on pas vu Jean-Luc Mélenchon revendiquer d'être populiste, voire le peuple souverain tout entier ? N'a-t-on pas vu des leaders au pouvoir, de Matteo Salvini en Italie à Hugo Chavez au Venezuela, se réclamer du populisme ? L'appel au peuple semble désormais l'emporter sur la référence à la nation ou aux classes sociales. Sauf qu'on sait, avec Pierre Rosanvallon, que ce peuple est innombrable, infigurable et finalement introuvable. C'est d'ailleurs ce qui fait sa dimension plastique et son appropriation fantasmée par des intellectuels et par des partis politiques très divers et souvent opposés sur le spectre idéologique. Se réclamer du populisme, pour quoi faire ? Pour mettre fin à la crise de la représentation, pour renforcer la participation citoyenne, pour supprimer la professionnalisation politique, pour porter des réformes sociales d'envergure, redistribuer les richesses, voire symboliquement redonner de la fierté à des groupes sociaux ou à tout un pays. Se réclamer du populisme pour aussi incarner le peuple et le personnaliser. Avec cependant l'expérience répétée d'un basculement autoritaire, quand le chef fait face à des oppositions ou découvre qu'il doit gérer une société plurielle bien moins homogène qu'il ne l'avait prétendu. C'est le moment où le populisme se confronte à l'épreuve du pouvoir et renie ses idéaux. C'est aussi le versant sombre des mouvements qu'on a vu naître ces dernières années, leur versant illibéral, qui inquiète nombre de spécialistes, mais pas tous. Alors le populisme est-il un extrémisme ou une idée à explorer à nouveaux frais ? Bonjour Alain Dieckhoff. Bonjour. Alain Dieckhoff, vous êtes directeur de recherche en sciences politiques au CNRS et directeur du Centre de recherche internationale, donc le CERI à Sciences Po Paris, où vous enseignez également. Vous êtes spécialiste du nationalisme et du sionisme en particulier. Vous avez publié de très nombreux livres sur ces sujets. Vous avez dirigé en 2019 avec Christophe Jaffrelot et Élise Massicard Populisme au pouvoir, publié aux presses de Sciences Po, avec une vingtaine de contributions sur différents pays. Bonjour Federico Tarragoni. Bonjour. Federico Tarragoni, vous êtes maître de conférences en sociologie à l'Université de Paris et directeur du Centre de recherche interdisciplinaire sur le politique. Vous êtes spécialiste des révolutions et des mouvements populaires et vous avez publié plusieurs ouvrages sur ces questions. Je vous reçois aujourd'hui pour le dernier en date, L'esprit démocratique du populisme. C'est publié aux éditions La Découverte en 2019 également. Alors pour commencer notre émission, Alain Dieckhoff, si on voulait essayer, alors non pas de définir, mais disons de caractériser le populisme, est-ce qu'on pourrait commencer par caractériser son style ? Qu'est-ce que c'est qu'un style populiste ? Alors on peut parler du style, mais d'abord évidemment simplement faire référence au terme lui-même, populisme. Ça vient, c'est un truisme, mais ça vient de peuple. Donc évidemment, la caractérisation du populisme, par définition, quelles que soient ensuite les divergences d'approche qu'on pourra avoir d'un point de vue théorique, c'est la mobilisation d'un peuple, du peuple. Lequel, je pense qu'on justement on en discutera, c'est une des difficultés évidemment liées à ce terme, mais c'est pas le seul. Vous avez évoqué la question du nationalisme, qui à certains égards je dirais, est quelque chose qui peut relever un peu du même type de mobilisation que le populisme. Et là aussi, on sait bien qu'il y a des divergences en ce qui concerne le sens qu'il faut donner au terme de nation. Cela dit, si on revient sur la question du style, oui, c'est vrai que lié au populisme, on met souvent en avant un certain style dans le sens de type de comportement, en particulier dans la rhétorique. C'est-à-dire que le leader populiste, par définition, c'est celui qui va dire des choses que les autres n'osent pas dire, pour tout un tas de raisons. C'est-à-dire c'est un langage direct qui parfois même assume clairement une dimension iconoclaste et même parfois vulgaire, c'est-à-dire parler comme le peuple. Voilà. Contrairement, si vous voulez, aux énarques, aux élites qui ont un langage policé, mais finalement
que le peuple ne comprend pas, ou en tous les cas qu'une partie du peuple ne comprend pas. Donc ça fait partie de ce style, et comme évidemment le type de meeting qu'il va essayer de mettre en avant, avec une sorte de contact précisément direct entre lui et le peuple, qui peut aller jusqu'à dire je suis le peuple. C'est-à-dire que le leader, paradoxalement, peut se présenter comme finalement une sorte d'incarnation du peuple et jouer sur ça. Alors ça me permet peut-être juste de dire une chose, c'est que cette caractérisation du populisme comme style ou comme discours, ça renvoie aussi à un certain type d'approche du populisme. C'est-à-dire qu'à côté de cette approche, on a d'autres approches, ce qui rend parfois la conversation entre spécialistes pas facile, parce que en fait, ils ne renvoient pas, quand ils disent populisme, ils ne renvoient pas à la même chose. Alors certains, en effet, ont traité, et depuis déjà assez longtemps, le populisme comme style. On peut penser, sans citer trop de noms, mais par exemple à notre collègue qui avait déjà évoqué ça il y a fort longtemps, il y a une vingtaine d'années, Pierre-André Taguieff, qui avait beaucoup insisté sur cette dimension de style. Mais d'autres vont avoir une approche où ils vont davantage insister sur le fait que le populisme, c'est surtout une stratégie politique pour prendre le pouvoir et pour le conserver, et d'autres encore vont plutôt insister sur la dimension idéologique du populisme, même si la plupart disent que c'est une idéologie fine, c'est une idéologie qui n'est pas très épaisse, qui finalement se résume à l'idée que oui, on va mettre en avant la dimension du peuple, par opposition à des élites qui quelque part confisquent finalement la voix du peuple, et que quelque part il faut un peu renverser la table pour essayer de construire un autre type de régime. Donc ça permet de voir qu'il y a évidemment des différences d'approche dans ce qu'est, dans l'appréhension qu'on peut avoir, dans la compréhension aussi qu'on peut avoir du populisme. Federico Tarragoni, sur la caractérisation, style, stratégie, idéologie, voilà, commençons aussi par poser le terme. Alors moi je penche très nettement pour la qualification d'idéologie, pour des raisons qui ont trait à ma propre manière d'approcher ce phénomène, de le construire dans l'enquête. Je ne suis pas favorable à sa définition en tant que style, car je crois qu'en fait cette définition, particulièrement aujourd'hui, pousse vers des comparaisons trop sauvages et finalement qui posent plus de questions qu'elle n'apporte des réponses. Depuis une vingtaine d'années, et je crois que Pierre-André Taguieff, notre collègue dont on parlait tout à l'heure, a aussi eu un rôle à jouer dans ce mouvement. La qualification de populisme se prête, selon moi et selon d'autres collègues, à définir trop de mouvements, trop de régimes politiques, trop de prises de paroles politiques, trop de discours qui sont réunis finalement par cette simple opposition du peuple, quelle que soit l'acception qu'on en donne, quelle que soit la définition qu'on en donne, aux élites, quelle qu'en soit la définition. Et raison pour laquelle, selon moi, on ne peut pas réduire en fait ce phénomène politique à une simple caractérisation langagière, un simple style d'interpellation qui renvoie aussi à la présence nécessaire d'un leader, parce que c'est toujours un leader qui interpelle le peuple, mais plutôt, je crois, à une idéologie. Et donc, voilà, on va commencer tout de suite à en discuter avec Alain. Pour moi, les seuls phénomènes politiques sur lesquels il y a un relatif consensus historiographique en sciences sociales, à partir desquels on puisse produire une comparaison robuste, sont les populismes du passé. D'un certain moment, on a eu tendance, depuis, je le disais, pas un temps, mais ça remonte peut-être à plus loin dans le temps, à comparer trop de choses de façon trop sauvage. Et quand on compare les populismes historiques, on se rend compte effectivement que le populisme, comme toute idéologie, comme le socialisme, le nationalisme, l'anarchisme, renvoie à une certaine interprétation de symboles, d'idées, de concepts existants. Donc, dans ce cas, ça renvoie à une certaine interprétation du socialisme utopique du 19e siècle, qui effectivement oppose le peuple aux élites, mais en donnant une définition. Effectivement, le populisme est une idéologie qui apparaît dans des contextes de crise, de gouvernements prétendant parler au nom du peuple et qui mobilise une plèbe
socialement très hétérogènes contre des élites économiques, sociales, politiques, culturelles qui sont accusées, comme le disait tout à l'heure Alain, de confisquer la démocratie, de la déposséder de sa racine même, autrement dit la souveraineté du peuple. Donc, d'après mon enquête, le populisme n'est ni un style, ni une idéologie fine, bien qu'elle soit très simple dans son expression, puisqu'effectivement, elle renvoie uniquement à une opposition, aux élites, mais elle en donne historiquement une définition bien plus construite et structurée que ce que l'on pense aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on mettrait, Federico Tarragoni et puis Alain Diekhoff vous répondra, qu'est-ce qu'on mettrait dans cette idéologie ? C'est l'idée de renvoyer, de faire enfin des réformes sociales très attendues ou des réformes agraires, parce qu'on trouve l'impression de l'extérieur, c'est que il y a un sentiment d'hétérogénéité avec des choses qui, si on prend la grille française gauche-droite qui nous obsède, il y avait un sentiment qu'on emprunte un peu à la gauche pour la réforme sociale, mais qu'on emprunte aussi à la droite, par exemple, pour des formes de protectionnisme, de nationalisme ou de chauvinisme. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur cette idéologie ? Qu'est-ce que vous mettriez, Federico Tarragoni ? Alors, quand on regarde les populismes historiques, c'est-à-dire le populisme russe du 19e siècle, le People's Party de la fin du 19e siècle aux États-Unis et les régimes nationaux populaires en Amérique latine entre les années 30 et 60, c'est-à-dire ce sur quoi je me suis basé pour mon enquête, car je trouve que c'est là qu'il y a un consensus en sciences sociales et politiques minimal sur ce qu'on appelle populisme, et puis on discutera de ce que sont aujourd'hui les populismes. Quand on regarde ça, on se rend compte qu'effectivement la liste des revendications qui sont étayées sont très diverses, très hétérogènes. Bon, le People's Party a fait une liste de revendications qui incluait la nationalisation des chemins de fer, l'élection directe du Sénat, le référendum d'initiative populaire, des demandes de justice sociale, d'égalité sociale, la nationalisation de la monnaie, donc la sortie du gold standard, des demandes qui vont peut-être dans tous les sens, mais qui renvoient, quand on compare ces trois mouvements, et quand on compare les demandes populaires qui s'y sont exprimées, à une seule et même utopie, c'est-à-dire la fondation de la démocratie ou la refondation de la démocratie à partir de républiques qui sont devenues trop inégalitaires et qui sont jugées en fait aliénées à des élites économiques ou à une classe dirigeante qui est considérée trop déconnectée des conditions sociales de la majorité. Donc, pour vous répondre synthétiquement, on a affaire à des demandes très hétérogènes qui renvoient aux différents groupes sociaux qui sont mobilisés derrière ce slogan « Le peuple contre les élites » et qui sont des groupes de classes populaires précarisées ou de classe moyenne déclassée, et ces demandes se fédèrent autour d'un rêve, d'une utopie qui sera vite déchantée une fois que le populisme arrivera au pouvoir, de refondation de la démocratie ou de radicalisation des démocraties existantes, c'est-à-dire des gouvernements représentatifs existants. Alain Diekhoff. Je pense que là, en fait, on est d'emblée un petit peu au cœur d'une approche qui, en fait, est différente. Federico Tarragoni se concentre sur ce qu'il nomme les populismes historiques, et évidemment, sa généalogie est tout à fait juste. Et du coup, il adopte une interprétation qui, peut-être pour le besoin d'une certaine cohérence idéologique, restreint un peu le champ du réel. Alors je suis en même temps d'accord avec ce qu'il dit lorsqu'il parle des populismes historiques, mais si on a une approche qui... Et alors juste la conclusion de tout ça finalement, c'est que pour faire vite, avec ce type d'approche, le populisme est ancré à gauche, pour faire vite. Il est ancré dans une logique de réforme sociale, voire même révolutionnaire. On pourrait même parler en ce sens de populisme révolutionnaire. Et là, on peut penser même en dehors de la zone latino-américaine à certains populismes dans le monde arabe dans les années 50 et 60, nasserisme, bassisme par exemple, qui étaient un peu dans le même type de logique.
Si on adopte en revanche une approche qui est plutôt celle que moi je privilégie, c'est-à-dire qui est une approche où je m'intéresse davantage à la question du style ou à la question de la rhétorique, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que du discours. Hein. Mon point ici, c'est quand même de dire que d'autres populismes que je vais aborder dans une seconde, ils cherchent aussi à transformer des choses. Hein. C'est pas simplement une sorte de show, si vous voulez, qui n'a pas d'implication. Non, il y a quand même aussi des effets politiques concrets. Mais ce que l'approche en termes de style ou de discours ou de rhétorique ou parfois de mobilisation culturelle aussi, d'autres parlent de mobilisation culturelle, apporte, c'est qu'elle permet de construire, mais il faut le faire rigoureusement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Federico, il faut le faire rigoureusement. Ça permet quand même de construire des ponts avec d'autres catégories de mouvements que, à défaut, on peut appeler populisme de droite, et qui, tout en étant différents, évidemment, au niveau idéologique, à certains niveaux des populismes, disons, de gauche, peuvent quand même les rencontrer à d'autres niveaux. Évidemment, dans la question de la mobilisation et de l'opposition, disons, radicalisée entre peuple et élite, mais aussi, et j'étais attentif d'ailleurs au terme qui a été utilisé par Federico lorsqu'il parlait de l'Amérique latine, qu'il connaît incomparablement mieux que moi, les régimes nationaux populaires. Quand on parle de régimes nationaux populaires, il y a bien le terme national là-dedans. Ce terme national, on va le trouver aussi à droite. Dans les populismes de droite, c'est même un élément très important qui a conduit certains à parler de national-populisme. Donc, je dirais qu'autour de cette catégorie, ne serait-ce que de cette catégorie de nation, il peut y avoir une convergence, en fait, entre populisme qu'on pourrait qualifier de droite et populisme de gauche. Et il y a parfois des petits indices qui le montrent. Un tout petit indice, parce qu'il se trouve que dans une étude comparative que j'ai faite précisément pour le volume qui avait été évoqué, que j'avais dirigé avec mes collègues sur les populismes au pouvoir, c'est par exemple le cas de Syriza en Grèce, lorsqu'il était au pouvoir. C'était, on peut peut-être s'accorder sur ce terme, en effet, un populisme qu'on pourrait qualifier de gauche, mais son soutien parlementaire, il ne l'aurait pas eu, parce qu'il n'avait pas la majorité absolue, il ne l'aurait pas eu sans le soutien de quel parti ? Un parti qui s'appelle l'ANEL, le Parti des Grecs indépendants, qui est un parti souverainiste de droite. Donc il partageait bien quelque chose de commun, au moins sur ce plan, c'est-à-dire un souverainisme, très clairement un souverainisme. Donc si on n'introduit pas ça, on ne peut pas comprendre comment concrètement, dans la réalisation pratique, on peut avoir ce type de conjonctions qui ne doivent pas, à mes yeux, tout au hasard. Un autre petit exemple d'ailleurs qui repose aussi sur un exemple européen d'un parti populiste de gauche qui n'est plus au pouvoir aujourd'hui, c'est le parti du Smer, qui était un parti social-démocrate en Slovaquie. Son allié, c'était le Parti national slovaque, qui était un parti très très nationaliste. Là aussi, autour d'un même souverainisme. Donc c'est pour ça que je plaiderais en ce sens-là, en effet, pour une approche un peu plus compréhensive, plus ouverte du populisme, pour intégrer aussi ces phénomènes qui se passent, disons, pour faire vite, à droite de l'échiquier politique. Federico Tarragoni, alors si le populisme est-il simplement un socialisme ou est-il matiné de nations quand même? On dira un mot du cas italien tout à l'heure, on a un petit son qui est prévu. Federico Tarragoni. Oui. Alors moi j'ai beaucoup de réactions par rapport à... Et je suis ravi d'entrer aussi vite dans la controverse, c'est très bien. Alors en fait... Premièrement, je pense que je ne dis pas qu'il n'y a pas de nation dans l'idéologie populiste. D'ailleurs, l'idéologie populiste mobilise, Alain l'a dit en début d'émission, un concept qui est peut-être le concept le plus polysémique de notre tradition politique, c'est-à-dire le peuple. Et dans le peuple, nous savons très bien qu'il y a une acception juridique, le démos, une acception nationale qui peut devenir ethnique, et une acception plébéienne, sociale. Bon, au moins, les Grecs avaient plus de 20 termes pour définir le peuple en fonction des activités qu'on prêtait aux citoyens. Bon, donc c'est un terme très ambivalent. La nation, dont Alain est un éminent spécialiste, l'est aussi, sinon plus que le peuple depuis le XVIIIe siècle. Donc on a eu affaire à des interprétations civiques, plébéiennes, insurgentes, révolutionnaires, identitaires de la nation. Donc, je pense que face à cette polysémie, il faut être très attentif à la manière dont on reconstruit historiquement les généalogies et l'histoire des idéologies politiques.
Et ce que je remarque, c'est qu'à partir d'un certain nombre de menaces qui ont été perçues à droite, depuis les années 50 aux États-Unis avec le macartisme, et puis dans les années 80 en Europe avec les mouvements ultranationalistes xénophobes comme le Front National en France et d'autres qu'on connaît très bien, eh bien on a eu tendance à oublier l'histoire pour utiliser ce terme de façon complètement sauvage et fourre-tout, en oubliant effectivement qu'il y avait quelque chose qui s'appelle nationalisme dans l'histoire de l'Europe ou des États-Unis, qui n'était pas mort pendant les 30 Glorieuses, qui s'était transformé, qui avait évolué. Donc mon hypothèse historiographique, c'est que tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui populisme de droite, ce sont des transformations de la tradition nationaliste de la fin du 19e siècle du début du XXe, qui est une tradition, comme Alain le sait très bien, qui perd ses connotations plébéiennes, qui s'arrête, selon Hobsbawm, à 1848, qui est un tout petit peu une limite de ce nationalisme qui vient de la Révolution française et qui est très civique, très ouvert, très symboliquement ouvert. À la fin du XIXe siècle, avec l'antisémitisme, avec la montée des préoccupations identitaires, le nationalisme devient identitaire. Et à partir des années 80, mon hypothèse est que tous ces mouvements qu'on appelle aujourd'hui populistes de droite ont tout simplement repris l'opposition peuple-élite dans un sens identitaire, mais ils ont continué à rester dans la même tradition idéologique qui était celle du nationalisme. Et puis Alain, à juste titre, a fait des références à des cas comme la Grèce. Là, je pense qu'il faudrait quand même revenir, on aura le temps, parce qu'on va parler de tous ces mouvements, au fonctionnement des républiques parlementaires. Parce que je trouve que en France, on a un vrai souci avec la compréhension du fonctionnement des républiques parlementaires, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Belgique. Parce que nous sommes dans des républiques présidentielles en France, où ce genre de composition hétérogène, de formation parlementaire est jugé, disons, assez impensable, et donc on va dire, tel parti populiste de gauche bénéficie du soutien d'un parti populiste de droite. On en a parlé évidemment avec l'alliance entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. En Italie. En Italie, je pense qu'il faut vraiment être très attentif au contexte dans lequel ces alliances sont faites. Qu'est-ce qu'elles nous disent, combien elles durent, est-ce qu'elles sont soutenables, viables à terme. On observe aussi qu'elles ne sont pas viables à terme, toutes ces alliances-là, parce qu'il y a beaucoup plus de différences entre ces acteurs alliés que de similitudes. Donc je pose toujours la même question et j'arrête. À ceux qui disent qu'il y a un populisme de droite, et c'est la position largement majoritaire en sciences politiques, dans les sciences politiques mondiales aujourd'hui, il y a des populismes de droite et des populismes de gauche, pose toujours la même question, est-ce qu'il y a plus de similitudes entre les mouvements ultranationalistes xénophobes et les mouvements post-marxistes qu'on appelle populistes de gauche, ou plus de différences? S'il y a plus de différences idéologiques, comment justifier une même catégorisation, c'est-à-dire les renvoyer, quelles que soient les variantes ou quels que soient les schémas différents qu'on fait pour différencier ces choses-là, on les renvoie à une même idéologie. Quand on dit qu'il y a un libéralisme de gauche et un libéralisme de droite, je pense qu'il y a plus d'affinité entre ces choses-là qu'entre ce qu'on appelle les populismes de gauche et les populismes de droite. Mais bon, c'est l'objet de notre controverse. Est-ce qu'il y a, peut-être dans ce qui circule, cette idée d'une construction idéologique du peuple et cette idée d'une construction idéologique des élites, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut traverser des populismes différents, ou en tout cas qu'on peut retrouver dans le populisme de gauche et dans le nationalisme historique? Alain Diekhoff, il y a une construction il y a une construction idéologique qui peut être commune et qui force le trait entre les 1% et les 99%, si on vient sur des modèles de populisme actuels, par exemple. Alors, comme Federico l'a dit très justement, ça nous ramène un peu à la conception du peuple. Et c'est vrai, si on va au plus simple, au plus efficace, je pense en effet qu'on peut dire qu'il y en a trois, quoi. C'est-à-dire la conception politique, c'est le peuple souverain. C'est peut-être la conception, en tous les cas formellement, la plus inclusive,
Parce que là, il suffit d'être citoyen et vous faites partie du peuple civique dans les démocraties, bien évidemment. Et ensuite, vous avez la conception sociale qui est plutôt celle, on pourrait dire un petit peu du peuple travailleur, du peuple comme plèbe, etc., qui est plutôt l'apanage des courants de gauche, évidemment, mais qu'on peut parfois trouver aussi dans des courants de droite, avec une dimension socialisante qui peut s'y trouver également. Enfin, on dit socialisante, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin un peu progressiste, ou en tous les cas avec une idée de redistribution tout au moins. Et ensuite vous avez en effet la variante de droite qui peut être aussi un peu plurielle, mais qui a quand même un peu tendance à être un peu ethnicisante, c'est-à-dire que l'appartenance au peuple elle est liée à une origine finalement. Même si vous avez la citoyenneté, si vous n'avez pas la bonne origine, en gros vous faites pas partie du peuple, quoi. Alors là je serais évidemment tout à fait d'accord avec Federico. Si on regarde ça, on voit qu'il y a une différenciation nette. C'est-à-dire que le populisme de gauche, il est malgré tout dans une logique qui est une logique qu'on pourrait qualifier globalement de sociale, mais à dimension inclusive. Et ça se voit très très clairement sur la question migratoire. Les populismes de gauche, à ma connaissance, n'ont jamais cette dimension de peur du migrant, même de stigmatisation, clairement, qu'on retrouve dans le discours des populismes de droite, qui eux vont à l'inverse avoir une vision, alors pour le coup vraiment étroite, exclusive, c'est-à-dire qu'elle exclut tout un tas de gens, non seulement les immigrés, mais même parfois des gens qui peuvent être citoyens, mais qu'on va considérer comme n'étant pas vraiment faisant partie du peuple. Alors là, oui, là il y a une différence, et cette différence, je pense qu'en effet, elle est assez difficile à surmonter. Je pense qu'on ne peut pas imaginer sur le long terme de possibilités réelles de rapprochement de nature idéologique sur ce plan. Il peut y avoir aux marges parfois des points de convergence, mais certainement pas de conversion de l'un à l'autre. En tous les cas, à première vue, ça semble illusoire. Alors, ce que Federico a dit sur la question des républiques parlementaires est intéressant, parce que ça nous amène aussi à poser la question que, comment dirais-je, le poids des populismes respectifs dans tel ou tel pays est aussi fonction du système politique dans lequel ils fonctionnent. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un système du type, par exemple, de l'Autriche, où vous avez une proportionnelle intégrale, vous avez eu régulièrement des groupes, qu'on appellera à défaut de mieux des populistes de droite, avec le parti dit de la liberté autrichien, qui a fait des allers-retours, qui a été au pouvoir, qui a été dans l'opposition. Donc, je dirais, les populistes ne sont pas toujours quand ils sont au pouvoir, sur une pente qui va les conduire vers l'autoritarisme. Ça ne veut pas dire que les adeptes du Parti de la Liberté en Autriche ne seraient peut-être pas favorables, j'en sais rien, mais à plus d'autoritarisme. Mais ils ne le peuvent pas dans le système dans lequel ils fonctionnent. C'est ça le point important. Alors que dans d'autres systèmes qui peuvent être de nature plus présidentielle, là on peut penser par exemple à la Turquie, là c'est beaucoup plus facile, parce qu'une fois que vous avez le pouvoir, vous pouvez le monopoliser et vous pouvez peu à peu détricoter le système, en tous les cas, au moins en partie, le système démocratique, pour véritablement aller vers l'autoritarisme. Donc la question du régime politique dans lequel les différentes forces politiques de façon globale, et plus spécifiquement les forces populistes, se déploient, est tout à fait capitale. Federico Tarragoni sur ce point. Juste une incise, parce que nos auditeurs pourraient se poser la question, finalement, quel est l'intérêt de toutes ces distinctions conceptuelles, de tous ces débats. Alors, au-delà de l'intérêt qu'ils ont en sciences sociales, parce qu'on cherche quand même à être le plus précis, le plus rigoureux possible dans la manière que nous avons d'appeler les choses, sachant qu'ensuite, un acteur politique pourra s'autodésigner populiste ou refuser cette appellation, ça n'aura rien à voir avec la valeur du concept que nous pourrons produire. Mais quel est l'intérêt fondamental pour nos auditeurs, pour qu'on s'accorde sur le fait qu'il y a des populismes de droite et des populismes de gauche, ou que le populisme est ancré à gauche ou qu'il est ancré à droite? L'intérêt fondamental, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état du maniement de cette catégorie dans le débat public, on en vient à une question, on en vient à une aberration totale, selon moi, et Alain sera peut-être d'accord, c'est-à-dire que quand on parle de peuple dans l'espace politique, de façon tout à fait démocratique, progressiste, pour faire avancer la démocratie,
ont subi cette appellation de populiste qui vous renvoie à l'extrême droite, objectivement, parce que c'est ça le champ hégémonique du mot populisme aujourd'hui, c'est l'extrême droite, du moins en Europe. Et donc ça veut dire qu'on ne peut plus opposer le peuple aux élites, alors que ça a été une manière de penser la politique plébéienne au XIXe siècle et en Amérique latine au XXe. On ne peut plus le faire aujourd'hui parce qu'on est tout de suite étiqueté de populiste et par là même renvoyé à ce contre quoi vous vous battez, c'est-à-dire souvent l'extrême droite. Donc c'est pour moi très important justement de faire historiquement la part des choses et d'essayer d'être au plus clair sur ces distinctions pour finalement avoir un regard, autant en sciences sociales que du point de vue des acteurs qui font la politique, le plus clair possible sur quelles sont les oppositions qui structurent le débat politique contemporain. Quel est l'enjeu des différences entre, un néolibéralisme, un ultranationalisme et un populisme. Est-ce que, Federico Tarragoni, c'est des éléments là que vous indiquez qui sont aussi dans votre ouvrage, sur le fait qu'il faudrait pouvoir se réclamer du peuple sans être attaqué ou taxé d'être d'extrême droite. Est-ce que il n'y a pas quand même, est-ce que vous pouvez comprendre, disons, qu'il y a une inquiétude en Europe chez des gens, des chercheurs en sciences sociales qui ont, disons, une conscience historique, une inquiétude de la transformation du peuple en masse ou de la transformation du peuple en quelque chose d'autoritaire dont on voit parfois les excès, que ce soit dans le conspirationnisme ou le basculement dans la violence. Est-ce que c'est pas ça qui inquiète les chercheurs que vous critiquez en tout cas ? Absolument, et je partage tout à fait cette crainte. C'est-à-dire que quand on parle au nom du peuple, eh bien, la plupart du temps, quand on prétend parler au nom de tous, on homogénéise cette entité et on essaie de l'incarner. Mais ça, c'est historiquement, c'est une phase bien spécifique des populismes, c'est-à-dire c'est la dernière de leur phase. C'est lorsqu'ils vont au pouvoir. Ce genre de contradiction, et je crois que nous partageons cet avis avec Alain, deviennent criantes. Mais dans la phase de mobilisation, quand on observe les populismes dans la rue, bien souvent, historiquement, il n'y a pas de chef. Les manifestations, les mobilisations populistes ont été acéphales, c'est le cas du populisme russe et en partie des mouvements populaires latino-américains, ou pluricéphales, c'est le cas du populisme états-unien de la fin du XIXe siècle. Les chefs apparaissent lorsque ces mobilisations sont canalisées politiquement et donc le populisme va s'institutionnaliser. Et là, il y a tout un tas de contradictions. Et je pense qu'il faudrait également distinguer la manière des chefs populistes d'être au pouvoir, qui peut être très autoritaire. Le cas emblématique, on est l'Estado Novo de Vargas au Brésil dans les années 30-40, et la manière des chefs totalitaires d'être au pouvoir, c'est-à-dire Hitler, Mussolini, Staline. Et aujourd'hui, on a, je crois, le problème qu'on a, c'est pas tellement d'avoir des chefs populistes autoritaires, c'est qu'on a des démagogues autoritaires au pouvoir. Et c'est, même si pour nos auditeurs ça peut paraître des synonymes, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire on a affaire à des individus comme Trump, Erdogan, Orban, Fico ou Salvini, qui tout simplement illusionnent le peuple. C'est-à-dire lui vendent une promesse de radicalisation de la démocratie et lorsqu'ils vont au pouvoir, réduisent drastiquement les libertés et surtout ont une conception de la démocratie qui est restreinte aux populations nationales. Donc, ils chassent les migrants. C'est ça le danger, je crois. Et c'est ça le problème de l'autoritarisme et la crainte que nous partageons peut-être avec les spécialistes du populisme de droite. Alain Dieckhoff, il faudrait que le populisme ne prenne jamais le pouvoir alors, ou alors il faudrait qu'il arrive à se passer du leader charismatique qui politise ou canalise, a dit Federico Tarragoni, un mouvement populaire d'essence démocratique ? Moi, ce qui me frappe, c'est que, alors, c'est vrai qu'historiquement, pour le mouvement, le populisme russe, qui est vraiment la matrice de départ, et le People's Party aux États-Unis, on avait des mouvements où il n'y avait pas beaucoup d'incarnation, je dirais, à travers un leader. Mais c'est vrai que historiquement, par la suite, au XXe siècle, la tendance a été quand même assez forte qu'il y a une sorte de jeu de miroir, en quelque sorte, entre le peuple et un leader, qui quelque part est censé incarner un peu la volonté populaire. Je citais par exemple le cas des populismes arabes. Nasser, c'était clairement ça. Perón, c'était quand même ça en Argentine.
il y a quand même eu beaucoup de leaders de mouvements populistes où la dimension de leader était vraiment centrale. Et là, quand même, quand il y a un passage à l'exercice du pouvoir, on voit quand même que, y compris les populismes de gauche, sont dans des contradictions énormes. Et il y a quand même une pente glissante qui peut les conduire, au nom d'une sorte de vérité qu'ils détiendraient, à le Venezuela en est quand même aujourd'hui un type très très net, qui les pousse vers l'autoritarisme, vers la dissolution des corps intermédiaires, vers le fait de ne pas reconnaître la souveraineté populaire qui s'exprime par les urnes, à tripatouiller les choses au niveau du tribunal constitutionnel. Donc des choses que les gens de droite font aussi, justement, mais c'est là qu'on voit aussi des convergences dans les pratiques. Et alors ça pose toute une question qui est une question un peu plus philosophique, in fine, et qui est finalement de la confiance qu'on fait ou non dans cette capacité populaire à s'auto-organiser. Bon, moi je pense que disons la promesse un petit peu d'une sorte de démocratie qui pourrait être un petit peu directe, c'est une illusion, et que c'est une illusion qui précisément, paradoxalement, conduit à l'appel à l'homme fort. Voilà, c'est ça. Et que donc finalement, y compris les populismes les mieux intentionnés sont pris dans cette contradiction et finissent un petit peu par aller dans cette direction, même au départ à leur corps défendant. On va écouter, et ça va vraiment être dans le sens de tout ce qu'on vient de dire, successivement le premier discours de Pablo Iglesias de Podemos en Espagne devant les députés en 2016 et le discours du personnage d'Emma Thompson, leader d'un mouvement qui s'appelle le mouvement 4 étoiles, dans la série Years and Years. Buenos días, vos días, egunon, bon día. Señor presidente, señores y señoras diputados, quiero dirigirme a ustedes, pero sobre todo quiero dirigirme a la gente que sigue este debate por los medios de comunicación. Al fin y al cabo, estamos aquí por la gente y para la gente. Señorías, es la primera vez que tomo la palabra en esta tribuna democrática. Permítanme que comience mi intervención recordando y reconociendo a quienes lucharon por la libertad y la justicia social, a los millones de españoles que se enfrentaron a la dictadura, muchos pagándolo con su vida o con la cárcel. Muchísimas gracias. Gracias por ser un ejemplo para nosotros y para las generaciones futuras. Y en el día de hoy me van a permitir que homenajee la memoria de Salvador Puig Antich, asesinado por la dictadura hace 42 años. Me van a permitir también que homenajee la memoria de los trabajadores de Vitoria, asesinados hace 40 años por defender los derechos sociales de todos. Let me guarantee, as your MP, I will go to Parliament on your behalf, and I will find those CEOs in California, those high-tech giants, those men, and I will bring them back here, not to appear in front of a select committee. I will bring them here to stand trial. I will bring them here to find them guilty. I will bring them here to jail them. Are you with me? Well then, ladies and gentlemen, tweet that. La valeur de l'homme, fréquence protestante, le populisme en action. Nous sommes en direct et en duplex avec Alain Dieckhoff et Federico Tarragoni. Alors on a la leaduse, la sans vergogne populiste qui va remuer des choses un peu étranges. Et puis il y a Pablo Iglesias. Federico Tarragoni, vous dites dans votre ouvrage, Podemos c'est un populisme réussi. Alors il est réussi parce qu'il n'a pas fait de mauvaises alliances entre guillemets. Il est réussi parce que le leader est pas du tout autoritaire. D'ailleurs c'est un de nos collègues. Il était politiste au départ. Pourquoi c'est un populisme réussi de votre point de vue en Espagne, Federico Tarragoni? Avant de vous répondre, juste une insiste sur ce que disait Alain tout à l'heure à propos de l'autoritarisme, qui me permettra également de répondre à votre question. Je crois qu'il faut quand même garder à l'esprit que historiquement et aujourd'hui dans l'actualité, il y a des systèmes autoritaires au nom du peuple, au nom de la nation, au nom des marchés, au nom de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on peut faire de l'autoritarisme. L'autoritarisme ne définit pas du tout le populisme en soi. Ce n'est pas du tout une condition nécessaire ni suffisante. Alors, pour le cas de Podemos, c'est un cas de populisme réussi selon moi, même si je mets des guillemets à ce mot parce que c'est un jugement de valeur.
parce qu'il n'a pas fait effectivement d'alliance néfaste, comme c'est le cas d'autres populismes de gauche en Europe, comme le mouvement 5 étoiles ou Syriza, parce qu'il a surtout réussi à contrôler ses contradictions internes. Tout à l'heure, je disais, le populisme, quand il s'institutionnalise, et l'Amérique latine en est un laboratoire, un point d'observation privilégié, il entre dans des contradictions qui le menacent à terme, qui le rendent pas viable. La première de ces contradictions, c'est la polarisation. Le populisme polarise systématiquement le peuple contre les élites, le camp du peuple contre le camp des élites. Et donc ça crée une gigantesque tension sociale et psychique même chez les individus qui conduit à mettre sous tension la démocratie. La deuxième contradiction, c'est le personnalisme du leader charismatique. Lorsque justement le populisme s'institutionnalise, ce leader devient le chef de l'État et il peut être amené, comme on le disait, à considérer que sa mission dépasse les bornes des droits et des libertés démocratiques, puisqu'il s'agit de faire le bien du peuple, qui est un bien supérieur. Et la troisième contradiction, c'est donc justement l'autoritarisme qui peut apparaître ou pas. Alors, il y a des cas en Amérique latine où il n'y a pas eu d'infléchissement autoritaire. Podemos a réussi d'une certaine manière à contrôler deux de ces trois contradictions, la polarisation et l'autoritarisme. Par contre, on en critique beaucoup le personnalisme, et c'est d'ailleurs le personnalisme d'Iglesias qui a conduit beaucoup de militants du mouvement 15e à se détourner de Podemos et à le voir comme un mouvement de plus en plus déconnecté des mouvements sociaux au nom desquels il a prétendu parler. Podemos, Alain Diekhoff, c'est l'expérience que vient de restituer Federico Tarragoni, c'est une exception ou est-ce que est-ce que le populisme a tendance à basculer, à nier le pluralisme, à démonter tout ce pourquoi il avait été élu? Je ne me prononcerai pas sur Podemos parce que je ne suis absolument pas familier avec le cas espagnol, mais je dirais que le destin des populismes, à mon avis, oui, il est variable. Il est variable. Il n'y a pas une sorte de loi d'airain qui conduirait nécessairement, comme certains le croient, et je pense que c'est faux, vers l'autoritarisme. C'est une pente, évidemment, et comme je le disais précédemment, le type de système politique, en particulier s'il est présidentiel, peut favoriser cette pente beaucoup plus qu'un système proportionnel qui exige la concession. Mais dans d'autres cas de figure, on va avoir un populisme installé de façon, je dirais, assez permanente dans le paysage politique. Là, on peut penser au cas autrichien, mais avec des allers et des retours, quoi. Ils sont au pouvoir, ils ne sont plus au pouvoir, ils reviennent et ils repartent, etc. Alors évidemment, ils tentent de modifier des choses dans la politique, en particulier sur des choses qui leur sont chères, comme sur la question migratoire. Mais je dirais, ils sont intégrés dans un système qui reste un système démocratique. Et puis, alors, il y a les cas, en effet, de ce point de vue-là, intéressants aussi, parce que, comme le disait un de mes prédécesseurs qui dirigeait le CERI, Guy Hermé, une des marques de la démocratie, c'est la capacité aussi de changer des leaders. Bon, bah alors l'alternance. Alors si on juge assez tôt, par exemple, ce qui s'est passé en Grèce, bah il y a aucun doute que Tsipras et Syriza ont joué le jeu démocratique, c'est-à-dire qu'ils étaient au pouvoir, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils n'ont pas pu faire d'ailleurs énormément de choses pour des raisons qui les dépassaient en grande partie, et ils sont partis et d'autres les ont remplacés. Donc là, on est dans un système d'alternance, et les populistes de gauche, là en l'occurrence, font partie du système, comme les communistes, comme les libéraux, comme les conservateurs. Donc, je dirais, les destins sont à mon avis assez variables, et c'est là peut-être qu'il y a une grande différence. Alors évidemment, je compare pas du tout terme à terme, mais il y a une grande différence avec la période, par exemple, de l'entre-deux-guerres en Europe, où là il y avait une tendance qui allait très clairement, de façon très très largement dominante, à part quelques pays comme la France, la Grande-Bretagne et d'autres, vers la logique autoritaire. Federico Tarragoni, en une minute, une réaction. Oui, sur Podemos, je voulais juste ajouter que c'est un populisme d'autant plus réussi. Je ne fais pas l'éloge de mon métier, mais que c'est justement un parti d'intellectuels. Pourquoi ? Parce que c'est un populisme réflexif. C'est-à-dire c'est un populisme qui a su construire, disons, les contradictions du chavisme, dont il s'inspire, parce que tous
les fondateurs de Podemos sont extrêmement à l'écoute des populismes de la vague rose latine-américaine, c'est-à-dire du tournant de gauche du XXIe siècle, Chavez, Morales et Correa, mais ils ont su en quelque sorte en dépasser les contradictions. Et ça vient à mon sens du fait que c'est un parti d'intellectuels qui a construit de façon extrêmement savante sa stratégie, tout en la prenant chez Gramsci ou chez d'autres, tout en la rendant disponible et facile pour les classes populaires. Merci beaucoup. Donc ça plaide pour les rois philosophes. Notre émission s'achève. Je vous remercie vraiment beaucoup, Alain Dieckhoff et Federico Tarragoni, pour votre présence. Je pense qu'on a levé un début de voile et ça va donner envie aux auditeurs de vous lire. Donc Populisme au pouvoir, c'est Alain Dieckhoff, et puis L'esprit démocratique du populisme, c'est Federico Tarragoni. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Et puis on se retrouvera en podcast, ce programme très très bientôt. Bonne suite à vous tous et bonne santé. Au revoir.